Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'HDF Foot Lab. Aujourd'hui, on est 4 autour de la table. On est avec Eddy et Santo. Messieurs, merci d'être là. Mais merci à vous. Je vais vous laisser vous présenter, d'abord pour commencer. Allez-y. Tout d'abord, merci à vous pour l'accueil. On va parler un petit peu football, ça fait plaisir. Moi, c'est Menoir Eddy, donc j'ai 33 ans. Et je suis actuellement en poste en tant qu'éducateur dans l'équipe U15R2 de l'Union Football Lambersart. Merci Eddy. Merci à vous de m'avoir accueilli et de donner la parole justement aux amateurs de football. Pardon. Alors, moi, c'est Santo Palermo. J'ai fait éducateur à Neuville et à Tourcoing. J'ai fait quelques années à Neuville. J'ai enchaîné sur Tourcoing, là où j'ai fait une année et ensuite je suis passé en tant que coordinateur. Voilà. Ok, très bien. Eh ben, merci Santo et bienvenue. Redouane est avec moi aujourd'hui. Merci Redouane d'être là. Et donc, on va parler aujourd'hui de la pression du résultat en préformation. Ok, un sujet très intéressant. Déjà, moi, je voulais commencer par savoir qu'est-ce que vous évoque ce sujet. Je laisse l'honneur aux invités, moi. Alors, j'allais dire, moi, je suis plutôt passeur. J'aime beaucoup faire la passe. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je vais prendre le début, je vais débuter, pardon. Pour moi, il y a trop de pression. En préformation, ça porte bien son nom. Préformation, dans préformation, il y a formation. Moi, je ne comprends pas que, par exemple, avant U12, on parle de résultats. Sur tous les matchs. Sur tous les matchs, je ne comprends pas qu'avant U12, on parle de résultats. Pourquoi parler de résultats? Il n'y a pas d'enjeu, même s'ils affichent les scores, ok, mais il n'y a rien d'autre, finalement. Et c'est à ce moment-là où on doit façonner les joueurs, leur apprendre à jouer correctement. C'est pas grave, on perd, c'est pas grave. Le principal, c'est la progression. Après, à partir de U13, pourquoi pas? Donc pour toi, on met vraiment trop la pression sur les catégories U10 à U12 sur le résultat. Exactement. Et pour moi, ça sert strictement C'est ton à rien. ressenti? C'est mon ressenti, bien sûr, de mon humble avis. Ok, merci Santo. Pas de souci. Non, mais je rejoins un petit peu ce qu'il a dit dans le fond. Sur la forme, moi, il y a une vraie pression et une vraie problématique liée à ça, que ce soit pour les éducateurs ou pour les licenciés, finalement, tu vois, parce que ça joue vraiment beaucoup d'un point de vue mental. Déjà, moi, Eddy, je te coupe, excuse-moi, mais préformation pour toi, ça veut dire quoi concrètement? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent aujourd'hui et ils ne savent pas forcément ce que c'est la préformation. Alors, la préformation aujourd'hui, c'est tout simplement un sas d'évolution d'une catégorie à une autre. Pour moi, j'estime de manière vraiment plus profonde que la formation, préformation, formation, elle reste constante. C'est pas parce qu'on regarde aujourd'hui, tu peux atteindre le niveau pro, que ce soit dans l'état d'esprit, dans le contrat. Derrière, c'est pas suffisant en fait. Tu dois toujours progresser et évoluer. Quand tu regardes les joueurs d'aujourd'hui, que ce soit des Kylian Mbappé, des Lamine Yamal, bah oui, ils ont explosé avec certaines choses, mais oui, au fur et à mesure du temps, tu remarques que ça a des limites en termes d'évolution, tu vois. Mais concrètement, c'est quelle catégorie pour toi, la préformation? À préformation, je dirais qu'on est jusqu'à l'âge où les joueurs sont en capacité de pouvoir jouer dans l'équipe première. Donc, on va dire 16-17 ans. Ok. Pour toi, on est encore en préformation à cet âge-là? On est encore en préformation à cet âge-là. Et bien sûr, si on individualise les cas, si on pousse plus loin et qu'on approfondit, ça peut être individualisé à certains cas. Mais de manière globale, je pense que c'est ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, au vu du modèle de football, quand tu vois qu'on a besoin de jeunes de plus en plus responsables, matures et bons tôt, en fait. Ok, donc ça veut dire qu'on a école de foot là, chez les vraiment très petits, donc de U6 à, on va dire, U9, U10. De U10 à U13, même plutôt U14, U15, là, on parle de préformation. Et à partir de U16, U17, là où on rentre vraiment dans l'aspect, je dirais, tactique, performance, compétition, etc., là, on est en formation, puisque c'est formation pour intégrer, comme tu l'as dit, le monde senior. C'est ça l'idée. Ok. Merci. Redouane, un petit mot sur le sujet? Moi, je rejoins Santo. Je pense qu'il y a vraiment trop de pression. Après, maintenant, la pression vient de qui? Est-ce que nous-mêmes, on ne se met pas la pression tout seul en tant qu'éducateur? Parce qu'on sait qu'il y a des postes convoités dans certains clubs. Il y a des autres éducateurs qui veulent notre génération. Maintenant, je pense que la grande difficulté, c'est comment gérer cette pression. Les résultats, la formation, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant, sur quoi il faut mettre l'accent. Je pense que c'est un sujet vaste. Et toi, t'en penses quoi? Moi, c'est très simple.
Je trouve que, en fait, à partir du moment où on a un match, il y a des résultats, etc., il y a de la compétition. Donc, moi, je trouve personnellement que c'est n'importe quoi de ne pas avoir de classement. Pour moi. Parce qu'on a tous été enfants, on a tous joué au football ici autour de cette table et on a tous parlé de nos résultats en premier. Je veux bien croire que le résultat n'est pas important parce que normalement, on doit former absolument. Mais je pense que ça a créé beaucoup trop d'engouement autour des parents, autour des enfants, etc. De se dire, non, mais on ne parle pas de résultats, on ne met pas de résultats, etc., etc. Et au final, en pensant qu'on allait vraiment axer la chose sur la formation, et en fait, pour moi, c'est l'effet contraire, mais totalement contraire qui s'est produit. Ça veut dire que maintenant, en fait, vous êtes éducateur. Ouais. C'est quoi la première question qu'on vous pose quand vous avez terminé un match? Voilà. T'as fait quoi? Bien sûr. T'as fait quoi? Dont j'ai horreur. On est d'accord. T'as fait quoi? On t'a pas dit, est-ce que t'as réussi à dérouler ton plan de jeu? Est-ce que ceci, est-ce que cela, etc. On va peut-être jamais te le demander. Mais la première question, n'importe qui, hein, tu peux prendre n'importe qui. Tu peux prendre ton coordinateur. Tu peux prendre tes collègues éducateurs. Tu peux prendre les parents. Tu peux prendre tes joueurs ou tes ex-joueurs, etc. Tu peux prendre n'importe qui. La première question qu'on va te poser, on va te dire, t'as fait quoi? Regarde, en introduction, je t'ai dit, demain, c'est quoi ton pronostic, etc. Tu vois, je te parle de résultats. Bien vu que j'ai pas joué de rôle, je pouvais pas être en capacité de te répondre parce que c'est pas du tout mon attaque, c'est pas ma grille d'analyse, c'est pas ma façon d'attaquer ou mon angle de vue en fait, ni mon prisme. Aujourd'hui, comme je t'ai dit, c'est un match, je sais qu'il va être haletant parce que je sais que le rapport de force, on le connaît, on sait comment il va être et ça va être intéressant de voir par rapport au travail qu'on a mené justement avec nos joueurs sur le plan mental et tactique. Est-ce qu'ils vont réussir à continuer le plan de jeu qui clairement est dans la continuité de ce qu'on a fait la semaine dernière qui a payé? Mais non, là, le contexte, il est différent. C'est là où je te dis où je me hâte à l'idée d'être à ce week-end pour vivre justement ce qui nous fait le plus plaisir, c'est les émotions par rapport à ce qu'on réussit à mettre en place, que finalement, c'est très réducteur. C'est vrai que de manière personnelle, en tant que coach, sur le plan humain, réduire l'entièreté de ma sensibilité, de mon travail à un score, à quelque chose de numérique, sans quantifier finalement tout ce qu'il y a derrière, moi, j'y arrive pas. Ça n'a pas de sens pour moi et je respecte bien sûr ceux qui voient les choses de cette manière. Vas-y, Santo, vas-y. Moi, pour revenir sur la pression qu'on met aux joueurs, parce que pour gagner, il faut mettre la pression aux joueurs. Pas que les joueurs. Pas que les joueurs, mais d'où vient cette pression? Moi, je pense que ça vient des parents. Pourquoi? Uniquement? Non, pas, je vais dérouler, il n'y a pas de souci, mais ça peut venir des parents. Parce que les parents, quand on n'a pas les résultats, ils hésitent à changer leur enfant de club. Ouais. On est un peu égoïste, on ne va pas se mentir. En tant qu'éducateur, on est tous égoïstes. On veut gagner pour montrer qu'on gagne. Dans un sens. Je ne dis pas que c'est bien, mais je pense qu'à un moment donné... Pour moi, c'est la résultante. C'est la résultante d'un travail bien fait. On a eu ce débat, on en a parlé dernièrement. Est-ce que si tu es un éducateur qui perd tes matchs, est-ce que tu formes bien? Tu vois? Après, ce sera un autre débat, mais vas-y, je te laisse continuer. Pas de souci. On va parler, par exemple, des matchs amicaux. Est-ce qu'un match amical doit se gagner? Pour moi, je dis non. Peut-être vous allez me prendre pour un fou, mais un match amical ne doit pas se gagner. Je te prends pas pour un fou. Moi, j'ai connu des saisons où mes matchs de préparation, alors moi, j'ai plus l'habitude, parce que je fais du foot à 11, de parler de matchs de préparation au-delà de matchs amicaux. Et moi, ça me dérange pas de les perdre, parce que c'est aussi, pour moi, un terrain de jeu où tu vas préparer des choses, tu vas tenter des choses, tu vas expérimenter. Tu vois, tu me parlais d'un cas en introduction, enfin avant l'émission, où tu me disais, voilà, temps de jeu pour certains, etc., où tu essayes des trucs. Pour moi, c'est un terrain d'expérimentation, les matchs amicaux. Mais tu es sur le bord de terrain depuis maintenant des années. Tu sais comme moi que tu as déjà joué plus d'une fois, le 3/4 du temps, quand on joue en amical, quand on fait un match amical, tu as le coach à côté qui veut gagner. En fait, tout dépend le contexte. Tu sens pas qu'on est en préparation. Moi, tu vois, parce que tout dépend de la division dans laquelle tu es, l'équipe que tu encadres, etc. Il y a des coachs, ils prennent des matchs amicaux contre des équipes d'une division ou de 2 divisions supérieures et ils ont en tête absolument de gagner pour prouver que leur équipe elle a le niveau. Alors que moi, c'est pour ça que moi j'ai pour habitude de dire c'est des matchs de préparation. Bien sûr. Mais je te rejoins, t'as raison. Je te rejoins, ça reste de la préparation. Mais moi, je suis d'accord et pas d'accord avec toi parce que, comment dire, tout à l'heure, tu as dit que les matchs, les éducateurs veulent gagner leurs matchs. En fait, je pense que oui, dans un sens, mais pas totalement individuellement. On ne parle pas forcément de notre personne. Quand tu perds, nous, on a le recul.
on est des adultes, on a le recul. Quand tu coaches des petites 13 ans, 14 ans, 15 ans, qui sont à 8 matchs perdus d'affilée, en fait, tu es déçu de perdre, pas forcément pour toi, pour eux surtout. Parce qu'en fait, eux, ça peut plomber leur week-end. Et il y a beaucoup d'enfants qui vivent le foot. Et aujourd'hui, de plus en plus, avec la télé, avec les réseaux sociaux, etc., on les voit tous se prendre en photo à la fin des matchs avec les maillots, comme quoi ils sont marqués et tout. Ben, quand tu perds, en fait, les enfants sont déçus. Et je pense que nous, en tant qu'éducateurs, avant d'être coach... Parce que tu penses que ça gâche un peu leur plaisir, justement, ça. par rapport à ça, de ne pas pouvoir prendre en photo, etc. Que le résultat fait partie du plaisir. J'ai jamais vu, c'est sûr. très rarement vu un enfant sortir d'un match où il a pris 10-0 avec un grand sourire. Bon, bah après, entre 10-0 et 1-0, il y a de la nuance à avoir. Dans l'idée, c'est un peu ça, je comprends. Mais je pense que c'est pas forcément que le point de vue de l'éducateur et que sans s'en rendre compte, on se met aussi à la place des enfants. Et tu vas faire un match, tu vas faire un match à Dunkerque, tu as fait 1h30 de route un dimanche matin, tu arrives là-bas, tu prends 3-0. En fait, c'est très intéressant ce que tu dis quand tu parles justement de se mettre à la place de l'enfant. Parce que finalement, on se met à la place de l'enfant, mais c'est nous. C'est notre nous, tu vois, personnel qui se met à la place de beaucoup d'autres, en fait, finalement. Et est-ce que c'est vraiment la posture et la position qu'on doit avoir d'une manière éducative, pédagogique? Non. Pour moi, ça donne du sens justement par rapport à la logique de formation. Tu parlais de pas gagner de matchs amicaux ou de gagner ou pas. Pour moi, en fait, c'est même pas c'est dans le processus que je cherche à gagner. Je ne cherche pas à gagner le match en soi. Pour la simple et bonne raison que si la semaine dernière, mes joueurs ont eu un comportement, une attitude par rapport à ce qu'on a travaillé qui n'a pas été appréciable, j'estimais qu'elle n'a pas été bonne, et qu'elle se retraduit le week-end d'après, j'ai ma part de responsabilité dans le fait qu'on ait perdu du temps, en fait. Oui, évidemment. C'est ça. Mais tu vois, tout le monde n'a pas à ce que les gamins aient conscience qu'ils veulent gagner. Mais c'est ma sensibilité. Oui. Moi, je veux leur inculquer, mais il y a une façon de l'amener, tu vois. Il faut être très subtil. Mais tu vois, parce que tu parles de ton expérience et tout le monde n'a pas le même sens des responsabilités que toi. Tu parlais d'expérience tout à l'heure personnelle. Tu as dit tout à l'heure un truc vachement intéressant quand tu as dit on a tous été joueurs de foot et on a tous regardé nos points, etc. Je vais t'avouer quelque chose qui est peut-être pas normal, entre guillemets, mais moi, je ne l'ai jamais fait dans le sens où j'ai jamais eu d'importance vraiment au championnat. Alors, je vais te le reformuler. Non, mais je me permets juste de te dire pourquoi je ne l'ai jamais fait. Je me suis toujours senti très mal à l'aise par rapport à ça. Parce qu'il y avait un rapport aussi d'ego que j'appréciais pas, je te le dis honnêtement. Parce que peut-être que tu réagis sur... Alors, je n'ai pas précisé, mais regarde, moi, j'ai été joueur depuis... quand j'avais 8 ans, ma première licence. J'étais encore en primaire. Je me rappelle, quand j'allais à l'école, en primaire ou au collège, moi, le lundi, on se parlait avec mes copains de l'école. C'était, t'as fait quoi? Ton résultat, tu joues dans quel club? Et tu vois, et tu dépendais un peu de tes résultats et de l'aura de ton club. Tu vois, tu étais respecté par rapport à ça. Donc, indirectement, et il parlait de la pression mise par les parents, mais indirectement, toi-même, tu avais aussi cette pression de tu joues dans tel club et tu as perdu le week-end, tu vois. Donc, sur tes épaules, quand tu allais le lundi à l'école, tu disais à tes copains, tu as perdu. Toi-même, tu vois, indirectement, tu avais honte un peu d'en parler, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai vécu la chose. Moi, je parlais plus parce que le sujet aussi, c'est surtout sur la préformation, tu vois. Donc, on va dire entre U10, U11 jusqu'à U13, U14, tu vois. C'est à cet âge-là que je trouve que c'est un petit peu inutile de mettre la pression à des enfants, mais elle fait partie du jeu aussi. Parce que, comme tu as dit, le foot amateur aussi, il vient avant le foot professionnel, et il faut aussi commencer à habituer tout doucement les gamins qui vont devenir pro demain ou semi-pro, tu vois, à cette pression-là. Après, pour en revenir au sujet de la préformation, pour moi, c'est l'impact. C'est pas vraiment la préformation qu'il faut revoir. C'est vraiment la modélisation qu'on a, tu vois. Comment on le visualise, comment on conçoit ça et comment, du coup, on l'amène. Parce qu'aujourd'hui, l'impact le plus important, en tout cas le plus préjudiciable que je peux voir, que ce soit en club amateur, en club pro où j'ai pu intervenir, c'est la répercussion qu'il y a sur les gamins. Parce que l'enfant, finalement, qui est un joueur avant toute chose, il a d'autres choses. Il a son cocon familial, il a son cocon personnel, il a son cocon au niveau scolaire. Ouais, tout à fait. Et en fait, finalement, là où je trouve que ça donne du sens par rapport au sujet qu'on évoquera juste après, c'est qu'on doit avant tout être capable d'être garant affectif, moral, intellectuel de l'enfant. Et que du coup, dans ce sens-là, il doit y avoir une vraie réforme. Donc, tu fais le lien avec le projet éducatif que peuvent avoir certains clubs. Mais tu vois, Santo, il parlait justement de la pression mise par les parents. Je suis d'accord,
Est-ce que tu penses que c'est réel, ça existe? Parce que toi, de ton expérience, je sais que justement, tu as un vrai avis sur la question. Et est-ce que tu penses que d'autres, entre guillemets, entités, comme les clubs, les districts, la ligue aussi, peuvent mettre aussi cette pression aux jeunes? Après, comme je t'ai dit, aujourd'hui, c'est finalement, on parle beaucoup de la problématique en soi, mais pas de comment la solutionner. Par qui? Comment finalement on pourra apporter vraiment une solution? Est-ce que c'est un combat des éducateurs, mais qui doit être mené de manière naturelle, chacun dans son coin? Et puis après, comme tu le vois naturellement, la société aujourd'hui, elle prend et elle donne une image au Moi, je pense football. que si on mène le combat chacun dans notre coin, c'est un coup d'épée dans l'eau. Pour moi. Finalement, ça donne du lien avec la logique que j'ai d'un sport collectif ça n'a pas de sens en fait de vouloir. Alors, tu dois comprendre que tu as des individus quand même. Tu dois gérer des individus, une somme d'individus Qui sont tous différents en plus. Générer et former un collectif, tu vois. Comme tu l'as dit, qu'ils sont tous différents. Et là où c'est hyper complexe, c'est que tu peux pas partir uniquement de ce que toi tu veux. C'est pas juste moi, Eddy Ménoir, je suis sensible à ça, j'aime ce style de jeu pour telle raison, etc. Donc je vais faire ça. Non. C'est moi, aujourd'hui, je suis sensible à telle et telle et telle chose. Pourquoi? Comment je vais être en adéquation avec, finalement, mon territoire, mon public? Parce qu'aujourd'hui, que je vais mettre un projet, mon projet sera le même à Neuville-en-Ferrain, à Lambersart, etc., etc., tu vois, parce que je travaille avec des êtres humains, c'est un invariant. Par contre, il y a des paramètres qui vont être différents. Le contexte neuvillois n'est pas le même que le contexte à Tourcoing, comme le contexte à l'Isle-la-Noix. La politique sportive, la ligne directrice, etc., Tout à fait. Elles sont toutes différentes. Bien sûr. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je dirais que quelque part, le vrai combat finalement qu'on doit mener, c'est cette capacité à vivre ensemble, à accepter que le football, il est universel, de par tout ce qu'on y retrouve, les différentes origines ethnico-religieuses, peu importe les classes sociales qu'on peut y retrouver, les genres, tout ce que tu veux. Finalement, chacun a le droit d'exister en fait en tant qu'individu, tu vois, pour pouvoir être dans un collectif. Et donc, il n'y a pas vraiment plus de vision bonne ou moins bonne. Par contre, bien sûr. des solutions, oui. Des solutions à apporter, ça évidemment. sera toujours meilleur que juste parler des problématiques. Moi, en fait, je crains que, en fait, en pensant que aux résultats, alors je dis pas, hein, parce qu'il faut des résultats, je dis pas, parce que ça fédère le groupe, on va pas se mentir. C'est largement plus facile de fédérer un groupe quand tu gagnes que quand tu perds. Même ta crédibilité, elle est en jeu finalement. Ouais, c'est vrai. Envers ton groupe, envers ton propre groupe. Mais Donc, quelque part, ce que tu veux dire, c'est que la pression de ce résultat, elle est aussi mise par les institutions, par le district, la ligue, etc. Parce que, finalement, la ligue un peu moins, mais les districts qui sont responsables de toute cette catégorie préformation et qui ne mettent pas de résultats et qui ne s'organisent pas en fonction. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de championnat. Enfin, si, il y a des championnats, mais il n'y a pas de résultats. Derrière, il n'y a pas de classement. Et on a une première phase, puis une deuxième phase en préformation. Je ne me trompe pas, c'est ça? OK. Et derrière, après, on a vraiment des différences et des disparités entre plusieurs équipes. C'est les clubs qui choisissent d'inscrire telle ou telle équipe en niveau 1, niveau 2, etc. Et ça crée, moi, je pense, de la pression, et beaucoup de frustration aussi chez les jeunes. Je ne sais pas ce que tu en penses. ouais, ça peut créer de la frustration chez les jeunes. Mais le problème, c'est que si on favorise le résultat, si on met les résultats avec un classement, est-ce que ça ne va pas augmenter du coup la pression? Le classement. Un classement égale pression. On le sait tous. Moi, je pense que c'est un faux débat. Parce que dans le sens où, qui est classement ou qui n'est pas classement, quoi qu'il arrive, il y aura de la pression. Et justement, le fait qu'il n'y ait pas de classement, les gens abusent de cette pression. Le fait que tu aies été inscrit en niveau 1, toi, tu es éducateur, tu récupères une équipe U11, tu es inscrit en niveau 1, tu sais pas ce qu'elle vaut, etc. Je suis en niveau 1, je suis dans le meilleur niveau du district, etc. Il faut que je rende une belle copie de mon équipe. Moi, je pense que classement ou pas classement, ça aurait strictement rien changé à la pression qu'il y a. Je pense que même ça aurait permis de s'évaluer. Parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui font leur classement eux-mêmes. Ils regardent les résultats, ils font leur classement eux-mêmes. Il y en a plein qui font ça. Tableur Excel à la maison. C'est ça, ouais. Donc je pense que ça aurait rien changé. Je pense que cette pression-là, en fait, elle est normale. La pression, elle est normale. Là où elle n'est pas normale, pour moi, c'est quand elle est sur les jeunes. Et quand nous, en tant qu'éducateurs... La pression de qui tu parles? La pression des parents? La pression des clubs? La pression du résultat. Ouais, mais mise par qui? Pour moi, elle est mise par les clubs et les coachs. D'accord. Dans le sens où, il faut que je gagne pour faire bonne figure. Les petits, en général, ils jouent le match, ils perdent. Ils sont dégoûtés sur l'instant T, et puis la semaine d'après, ils rejouent.
Toi, quand t'es coach, à la fin, tu fais le bilan de ta saison. Souvent pas envie de voir du rouge, alors que ça veut rien dire. Hein. T'as pu récupérer une équipe très, très, très en dessous et t'as bossé avec eux. Bon, t'as pas forcément réussi à gagner des matchs, mais les petits ont progressé. Ouais, mais comme le dit, ça dépend aussi de où tu te trouves. Je suis d'accord. Il y a peut-être un club qui va venir te chercher, qui va te dire ok Redouane, t'es gentil, mais moi mon objectif c'est de monter. Donc à un moment donné, pour monter, il faut finir premier ou deuxième dans certains championnats. Mais donc pour finir premier ou deuxième, c'est une addition de victoires et de points. Oui, mais là on parle d'école de foot à 8, on parle de préformation. Là où il y a des montées, c'est qu'il y en a eu 13. Ouais. Et on y reviendra, je suppose. On va en parler juste après. Mais je pense que nous, en tant qu'éducateurs, on doit être des personnes responsables et avoir ce recul-là de se dire que notre rôle, c'est pas forcément de gagner des matchs. Notre rôle, c'est de faire progresser l'enfant. Maintenant, si tel club, il te met autant de pression par rapport à tes résultats, ouais, moi, je veux que mes U12, ils gagnent le championnat, la poule, elle est facile, nanana. Toi, en tant qu'éducateur et en tant qu'homme, tu dois avoir ce recul de dire, écoute, mon job, moi, c'est de faire progresser les petits, leur donner des billes, leur apprendre à se positionner sur un terrain, leur donner des choses, etc. Maintenant, si tu veux pas en garder, garde-moi pas. Et trouver un projet qui te correspond. Je suis d'accord parce que c'est vrai que les clubs mettent beaucoup cette pression parce qu'on va revenir après, etc. Je sais que tu as fait des U13 notamment, mais le but, c'est de gagner des matchs au final. Et c'est ce qui met la pression des clubs, des coachs et des parents. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on parle finalement, il y a un processus aussi qui est allié au cahier des charges. Hein, parce que cette cahier des charges, cette gestion, qui le gère, il faut connaître. Il faut être dans les clous, donc ça peut rajouter une mesure de pression, alors qu'en réalité, pour moi, ça reste juste un exercice que tu dois réussir à recouvrir ou non. Si tu y arrives, je parle dans une logique de gestion de projet. Et là où, en fait, finalement, il n'y a pas de débat, c'est qu'on cherche tous à gagner. Ouais. C'est la manière qui va après venir faire diverger, dire « ouais, mais moi, je vais plus directement, moi, comme ci, etc. » Bref, ça, c'est propre à chacun et c'est ça qui est beau, justement, dans le football, tu vois, c'est qu'on peut discuter de ça, finalement, tu vois. Mais pour revenir, justement, sur la notion vraiment de pré-faux, pourquoi, c'est une question, hein, sans connaître vraiment tous les tenants et les aboutissants de nos districts, pourquoi ne pas forcer, entre guillemets, puisque c'est quelque part ce que conditionne un petit peu le cahier des charges, du coup, à demander à ce qu'on ait des datas de formation sur nos gamins. Ça pourrait être une logique où, plutôt que d'orienter justement vers cette notion de vision vraiment très élitiste, compétition, là, on serait sur une élite de suivi. Une élite de formation, tu vois. Quelque part, ils le font. Quand tu regardes la Pitch Cup, ils le font, puisque tu as des tests de jonglage, de précision de frappe, des quiz, où c'est éducatif, etc. Donc, la data, finalement, quelque part, ils en ont. Et au-delà de ça, les détections à l'entrée au pôle espoir commencent en U12. Donc, finalement, les meilleurs gamins, ils les voient. La data, ils les ont parce qu'ils voient beaucoup de gamins, etc. Donc, possiblement, ça pourrait être, sur l'aspect solution, quelque chose de très intéressant. En tout cas, c'est toujours, on avait cet échange, et entre guillemets, un peu, j'aime pas le mot débat, mais cet échange avec mon directeur sportif où on évoquait justement, est-ce que la richesse d'apprentissage et de formation, elle est dans le fait d'uniformiser un travail, c'est-à-dire où tout le monde vraiment travaille sur une logique et un front commun. On veut le ballon, par exemple, on a la possession et on éduque d'une manière, après chacun son système. Est-ce que ça, ce serait de la richesse en termes d'identification, tu vois, pour le gamin, ou est-ce que finalement, le fait d'avoir un éducateur qui, chaque 2 saisons, 3 saisons, hein, en fonction des clubs, comment ils font leur logique, change, est-ce que c'est plus riche finalement pour le gamin? Parce que moi, l'expérience que j'ai eue, qui est très claire en début de saison face à Béthune, moi, je te dis la vérité, j'arrive, émotionnellement, je vois l'équipe de Béthune, je sais que ça va faire mal. Je préfère vous le dire, tu vois. Je le sens tout de suite. Et je sais que ça va faire mal, et je me dis, les miens, mes petits, ils sont pas prêts. Tu vois, donc déjà, quand tu es comme ça dans l'affect auprès de ton équipe, c'est que tu sais que... Faut rien montrer, en vérité. Faut rien montrer. Non, tu le montres pas, mais toi, tu le sais. Mais tu es obligé, dans une logique, en fait, de reflet miroir pour continuer à inviter tes gamins à évoluer vers quelque chose. Et à la mi-temps, je te dis la vérité, j'ai des gamins, alors je sais plus sur quelle question j'arrive, mais il y a un gamin qui me dit, écoute, Eddy, j'ai l'impression que je sais plus jouer au football. Tétanisé. Et là, quelque part, moi, j'ai un flash tout de suite et je me dis, mais mince, c'est clair, c'est mon arrivée, le fait de concevoir les choses d'une manière, du coup, d'être d'accord, pas d'accord, exigeant sur des choses différentes, dont peut-être lui n'avait pas connaissance, ou sur lequel on n'avait jamais appuyé, l'a remis en question, l'a fait douter. Sauf qu'il faut comprendre que ça fait partie du processus d'évolution. Tu sais juste que au contraire, tu es dans le bon quand c'est comme ça, parce que le gamin va commencer à douter. C'est une prise de conscience après qui arrive. Parce qu'il va renforcer ces points qu'il avait déjà, qui étaient assez forts, qui vont le devenir encore plus. Et du coup, il va être conscient après d'axes d'amélioration.
C'est vrai que l'aspect mental aussi, c'est souvent négligé. Hein. Mais pour moi, aujourd'hui, la dimension cognitive, elle est vraiment primordiale. Ouais. Déjà, d'un point de vue jeu, décision, prise de vitesse au niveau de la décision, etc. Mais c'est vraiment d'un point de vue formation sur le plan émotionnel. D'avoir des gamins qui soient capables de dissocier leur personnalité du compétiteur, c'est hyper important. Ouais. Mais comment t'amènes ça? Vas-y, Santo, Ouais. vas-y. Moi, j'ai juste une petite question et ça fait un moment que je me la pose. Et là, du coup, je vais profiter que je sois avec. Pardon, Alors, on n'est pas des experts, hein, on va non, donner pas des notre experts, avis. mais des personnes qui sont au Voilà. bord des terrains tout le week-end, finalement. Ouais, Donc, c'est c'est bien vrai. d'échanger. Toute la semaine. C'est vrai. Bah, oula, non, mais ouais. Est-ce qu'il y a la un jour semaine, où on ouais. n'y est pas? Enfin, toute l'année, on va dire. On va résumer en toute l'année, on va dire toute l'année. Mais est-ce que de U9 à U12, on doit uniquement parler de formation? Et puis les matchs, le week-end, servent à mesurer le niveau de progression. En U13, Bien sûr. profitez que justement de U9 à U12, il n'y a pas de classement. Profitons-en pour former un maximum. Et puis, et comme tu as dit, donner une identité à l'équipe, un plan de jeu qu'on met en place pendant quelques années. Et justement, en U13, lorsqu'il y a une compétition, et là, on déroule notre jeu. Et là, on se fait plaisir. Mais regarde, au-delà de ça, il y a un phénomène qui se développe de toute façon, c'est que les coachs, les parents, ils identifient facilement les top générations. Et donc, du coup, au-delà de l'aspect formation et juste jouer des matchs de championnat avec un résultat mais sans classement, au-delà de ça, comme tu l'as dit, ils vont prendre des matchs amicaux et ils vont se tester contre les top générations. Et ça va créer justement ce que tu as dit tout à l'heure, beaucoup de pression dans un match amical. Pour rien du tout, tu vois. Et donc, je suis d'accord. Hein. Pour moi, je réponds à ta question. Il ne faut pas du tout parler de résultats entre U9 et U12. Pour moi, ça sert strictement à rien. Je fais des U12. Redouane, tu vas peut-être pouvoir dire un mot. Mais moi, c'est mon avis. En tout cas, je te rejoins sur ça. Bah, moi, personnellement, avec mes U12, comment je fonctionne? Début de saison, je récupère une équipe U12. Je regarde, je fais un bilan. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'ils ont pas encore à cet âge-là et qu'ils doivent avoir. Une fois que j'ai cet axe d'amélioration, je bosse dessus. Les résultats, c'est secondaire. Je ne prends même pas connaissance des résultats. Je suis content pour eux quand ils gagnent, hein, parce qu'ils célèbrent, et c'est des petits, on est content. Il n'y a pas de souci sur ça. Mais c'est surtout la manière. J'ai perdu des matchs cette saison avec mes U12 qui m'ont beaucoup plus appris que des matchs où j'ai gagné plus 10. Et il y a d'autres matchs où j'ai perdu et j'ai vu que mes petits avaient progressé, même dans la défaite. C'est le visage qu'on a montré, j'étais fier d'eux. Parce qu'au final, même dans la difficulté, parce que oui, forcément, quand on joue, il y a une opposition, il y a toujours un plus fort et un moins fort, ou peut-être même le moins fort peut gagner contre le plus fort, mais il y a des fois où on va se dire la vérité, où il n'y a pas match. Et c'est dans ces oppositions-là, où il n'y a pas match, que tu vois le visage que montrent tes joueurs. Et en début de saison, on a pris des raclés, il faut dire la vérité. Et ces matchs retour-là, qu'on a perdus aussi, on les a perdus avec la manière, avec une identité. Mais moi, j'ai vu mes petits U12 aller voir à l'opposé. Je les ai vus trouver des intervalles. Je les ai pas vus jeter le ballon comme ils faisaient au début parce qu'ils avaient peur d'avoir le ballon dans les pieds. Ils ont eu une prise de confiance. Ils ont progressé sur ça. Et moi, j'étais content parce que j'ai déjà monté une marche. Et au final, quand tu arrives dans le vestiaire, eux, ils sont un peu frustrés par la défaite. Mais toi, tu leur expliques que qu'est-ce que vous avez fait de mieux que la dernière fois. Et là, eux-mêmes, ils trouvent les points. Ouais, on a réussi à garder le ballon. On a réussi à jouer comme on sait le faire. Et je suis sûr d'une chose, moi, c'est que si tu leur enlèves cette pression, ils sont capables de faire des choses que naturellement ils vont pas faire avec la pression. Mais pour moi, c'est impossible d'enlever la pression. Ça reste une opposition. C'est impossible c'est de intéressant l'enlever. parce que c'est un sujet. J'avais cette discussion de ça avec un de mes adjoints par rapport des fois à des interventions, tu vois, qui étaient, à mon sens, tu vois, pas légitimes parce qu'en fait, nos joueurs se mettent déjà naturellement une pression. C'est ça. On le sait très bien. Bah Par oui, contre, bien sûr, là où vraiment. je pense qu'on peut être d'accord, en tant que joueur, on vit tous, que ce soit dans un team, peu importe le sport, cette pression. Oui. Cette pression, la peur de vouloir bien faire, la peur de ne pas décevoir, etc. Oui, bien sûr. Et on va tous le vivre d'une manière différente. Il y en a qui se transcendent, il y en a qui... C'est l'inverse, etc. Mais finalement, pour moi, ce qu'il y a de plus important là-dedans, c'est vraiment comment nous, tu vois, on va réussir à décharger la notion de pression pour vraiment les connecter émotionnellement, finalement. Donc, C'est une vraie chose. Donc, je pense qu'au-delà de quantifier par le résultat, on peut leur donner d'autres critères. Mais justement, aujourd'hui, je te donne un exemple. Tu veux qu'un gamin soit peut-être plus rigoureux ou plus conscient, plus assidu vis-à-vis de lui-même. Bah, je pense que si demain, tu lui partages
entre guillemets, son taux de pourcentage de récupération ou de choses ou quelque chose, c'est différent déjà dans l'approche, tu vois. Bien sûr. Maintenant, encore une fois, pour moi, c'est pas vraiment ce que tu amènes, c'est ta manière de l'amener qui est bien évidemment. plus importante. Et qui est différente de Évidemment. chaque individu que tu rencontres. Mais si on est dans un club où le standard est que justement, bien sûr que si tu réformes au premier abord, la première année, la deuxième saison, c'est un peu compliqué. Il faut le temps que ça passe. Bien sûr. que Oui, parce que réformation la s'applique, ça politique devienne- sportive, elle est très importante. Et c'est normal. Et je pense que, C'est la tu base. vois, tout à l'heure, tu as parlé de cahier des charges. Et justement, c'est important, ça. Et maintenant, en fin de préfaux, en U13, on marque des points quand on termine dans les 18 premiers. Alors, je parle pour le district Flandre. Je pense que c'est autrement pour les autres districts, mais on marque des points si on termine dans les 18 premiers du district Flandre. Santo, tu as fait des U13. Ben, déjà, ma première question, c'est ça veut dire quoi, en fait? Finir dans les 18 premiers, ça amène quoi à un club? Ça amène quoi aux joueurs? Ça amène quoi aux coachs, etc. Ça veut dire quoi concrètement finir dans les 18 premiers? Parce qu'on entend ça au bord des terrains. Quand on est en U13, finir dans le 18 premiers, c'est synonyme de régional. Concrètement. On veut, c'est ce qu'on veut. En tout cas, c'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on cherche. Mais C'est ce qu'on attention, c'est pour moi, et je pense que Eddy a raison sur ça, c'est la perception du cahier des charges. Elle est très importante parce que c'est un point du cahier des charges. Je vais juste rappeler une chose. Quand tu finis dans les 18 premiers, en fait, c'est le niveau 1 du district Flandre et tu marques 20 points. Le second niveau, tu marques 5 points. Le dernier niveau, tu marques 0 points. Tu vois? Donc, et quand tu sais que c'est une notation sur 100, il me semble, 100, Je crois. 20 points, c'est pas grand-chose finalement. Et C'est un cinquième quand même. Hein. ouais, mais 100%. moi de mon vécu, C'est- je vais te parler de mon vécu. Moi, j'ai vu des équipes et des clubs, surtout, très bien structurés, pas être dans les 18 premiers et être en U14 League. Bien sûr. Parce que le club doit être structuré, il doit avoir un accompagnement de l'ensemble du club. Ça semble évident. Pour qu'un club joue en régional, il faut que le club, dans son entièreté, suive. Plus ou moins, c'est ça. Donc, l'enjeu, D'accord. c'est de marquer 1/5 des points, finalement. Bah. C'est ça, le vrai enjeu direct. Bah non, mais En je fait, pense- pour le... excuse-moi. Non, vas-y. Pour le club, on va dire pour l'ensemble des acteurs du club, on va dire c'est ça. Mais en tant qu'éducateur, quand on pense à l'éducateur et son groupe, l'enjeu, c'est de jouer en régional. En régional. Alors, donc, tu es un bon éducateur si tu finis pas dans les 18 premiers, mais que ton club est structuré et t'es passé en régional. Non, ça ne fait pas toi un bon éducateur, mais c'est un peu leur mentalité qu'on a. Je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien. Je dis un peu la mentalité que quand tu joues, pourquoi tu veux finir dans les 18 premiers? C'est pour essayer de viser le plus haut. Donc finir en régional. Ouais, il y a de ça, mais je pense aussi que la pression du résultat, elle est aussi sur ça. Il y a beaucoup de jeunes maintenant qui se fixent l'objectif de jouer en 14 ligues, Carrément. 15 R1, 16 R1, 17 NAS, etc. de plus en plus. Moi, quand j'étais plus jeune, je sais pas vous, je pense qu'on a à peu près on est tous dans la même tranche d'âge, mais c'était pas comme ça en fait. Et puis à l'époque, quand c'était les fédéraux, voilà, c'était les meilleurs qui jouaient là-bas. Et si tu y étais pas, bah, tu jouais dans une division en dessous, mais on n'avait pas cette pression absolue de vouloir jouer dans ces divisions-là. Et aujourd'hui, je pense que c'est cette pression constante chez les jeunes qui leur fait perdre aussi un peu leurs moyens. Tu vois, moi, pour revenir sur ce qu'il a dit sur le cahier des charges, je pense que c'est une bonne chose, le cahier des charges. Maintenant, je pense qu'il y a trop de points pour les 18 premiers. En fait, je vois pas l'intérêt. Parce que déjà, ça veut dire que si tu as une top génération, tu as déjà marqué un cinquième des points. Et en fait, je vois pas l'intérêt. Parce qu'au final, Donc tu pour peux toi- avoir une top génération U13 et elle va se retrouver en 14 Donc pour ligues. toi, le cahier des charges avantage les meilleurs clubs de la région et ce sera toujours les mêmes qui seront en 14 ligues. Non, pas forcément, mais peut-être va pousser à ce que d'autres clubs qui d'habitude aient les 20 points à chaque fois, chaque année, on les connaît, hein, il y a des top clubs dans la région, il n'y a pas de souci sur ça et on respecte. Mais si on baisse un petit peu ce barème et qu'on passe au lieu d'un cinquième à un huitième peut-être, eh ben, peut-être ça va forcer les clubs à se structurer, à Mais Ça veut dire que tu coachs. mérites ta montée en régional Finalement. Mais est-ce que uniquement basée sur la structure du club. Mais est-ce que tu dois mériter Non. une montée à 12 ans? C'est 13 ans déjà. Bah non, les 13, c'est 12 ans, ça va sur leurs 13 ans, ouais. Bah, l'année où tu montes, ouais, ils sont sur leurs 13 ans, la Ouais. majorité. Mais du coup, Mais- à 13 ans, tu dois déjà mériter de monter. Mais- Pour et moi- nous, c'était comment avant? Non, mais ça, il n'y a pas de souci. Mais les générations, elles ont évolué. Oui, d'accord. Attention, ok, mais on le, parle de- foot- on parle mais de le football, pression. il n'a pas changé. Le but, Oui, il est ça au reste centre un- du oui, terrain, ça- dans l'axe. oui, pas de Et pour souci. marquer, il faut franchir Non, la sur ça, je suis ligne. d'accord avec toi. Mais pour moi,
avant d'avoir des résultats en U13, parce qu'on est en pré-formation. La finalité de tout ça, c'est de former des joueurs pour le monde senior. Donc, plus on s'y prend tôt, mieux c'est. Et donc, si toi, tu as fait une équipe Ligue des Champions avec tes U13... Regarde, je veux même pas parler du reste du cahier des charges, parce que si je vais dans ton sens, ça veut dire ça va être la course à tout le reste. Pas beaucoup de mutés, beaucoup de diplômés, etc., etc. Pas forcément, on peut rajouter d'autres critères. Ah, d'accord. Donc, tu parles d'une refonte du cahier des charges. Ouais, après, avec toute modestie. Mais moi, je pense, personnellement, que 20 points, c'est beaucoup. Ok. C'est intéressant. Je pense que ce serait un sujet sur lequel... Est-ce que l'intention, justement, d'amener ce critère à 20 points n'a pas été dans leur logique, hein, on n'en a pas parlé avec eux, mais est-ce que dans leur logique, c'était pas justement de conditionner un petit peu les compétiteurs, donc les clubs, à se dire, bon, comme c'est des compétiteurs, ils vont du coup réunir l'ensemble des caractéristiques, à savoir le fait de structurer pour pouvoir rester dans ces niveaux-là, finalement. Je suis d'accord avec toi. Je pense que je pense de manière bienveillante et bien sincèrement que c'est évolué l'intention. Maintenant, aujourd'hui, force est de constater que certes, le football comme l'être humain a des invariants au niveau de ses besoins. Par contre, qu'on le veuille ou non, il a évolué. Il a évolué. Et je ne vais pas prendre la voix d'Mbappé ni son discours, mais il a évolué d'un point de vue sociétaire, d'un point de vue contextuel. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, le cahier des charges, il évolue également pour quoi faire. On va prendre un club professionnel qui, par exemple, est dans l'état d'évoluer aussi sur sa section futsal. Aujourd'hui, c'est un cahier des charges qui vise justement à dire... Alors, les clubs pro, ils remplissent pas le cahier des charges. Hein. Il y a 4 clubs pro dans les Hauts-de-France. Eux, ils remplissent pas le cahier des charges et ils sont automatiquement en régional. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'après, du coup, le cahier des charges, il est beaucoup plus vaste. C'est-à-dire qu'on parle de ton pôle masculin, on parle de ton pôle féminin, on parle aussi de ton pôle futsal, tu vois, qui vient régir et qui vient, du coup, conditionner de manière différente. Ouais. Pour l'avoir vécu en passant à Dunkerque, il y a des choses qui ont été demandées entre la première saison en futsal et la deuxième qui étaient beaucoup plus conséquentes, tu vois. Donc, c'est là où je te dis que le cahier des charges, la vision, la réforme, on peut l'avoir si on le souhaite. Je pense que l'intention, elle a été déjà à la base de... Mais moi, je pense pour recentrer un peu le débat, c'est vraiment de se dire, alors le cahier des charges, on aura vraiment... J'aimerais moi vraiment faire un épisode là-dessus, mais les 18 premiers, c'est le point sportif, en fait, le point compétition du cahier des charges. Oui. Pour moi, est-ce que pour vous, il y a assez ou pas assez d'impact dans le cahier des charges? Est-ce qu'il doit être plus développé, moins développé? Est-ce qu'il doit être sur autre chose? Parce qu'aujourd'hui, c'est la course aux 18 premiers points. C'est tout. On se bat tous pour terminer dans les 18 premiers. Je viens de le donner. Pour moi, on est encore en préformation pour moi, hein, et on les met trop vite dans le bain. Enfin, pour moi, la compétition est liée de base. C'est pas un problème. Mais maintenant, leur dire, vous allez avoir un 5e, des points en finissant dans les 18 premiers, il y en a pas mal qui vont mettre le football sous la table et qui vont chercher à marquer. Ouais, mais justement, si on a fait le taf en amont, finir dans les 18 premiers, c'est que ça sera que le résultat du travail accompli. Je suis d'accord avec toi. Sans forcément forcer ou penser au... Je suis d'accord avec toi, mais est-ce que ça vaut 20 points ? 20 points, non, je pense pas. Ça fait un 5e. Hein. Pour moi, 20 points, c'est quand même... c'est beaucoup, 20 points. C'est quand même ça fait un 5e. Ça veut dire que si toi, t'as raté 2 sur 3 des critères, bah, le dernier, si t'as juste gagné tes matchs, eh ben, t'auras les 20 points. Et tu vas réussir à passer. Alors que d'autres n'ont pas eu les 20 points. Pourtant, ils ont formé peut-être tout aussi bien que toi. Ils n'avaient peut-être pas l'attaquant qui va à 10 000 à l'heure que toi, tu n'as pas dans ton équipe. Il y a là le problème. Pour moi, l'aspect football-terrain, les résultats, c'est juste une conséquence de ce que tu as produit avant. Mais le problème, c'est que si on te donne des points pour avoir ce résultat-là, ben, y en a qui vont brûler les étapes dans tout ce qui est formation. Et on peut avoir un recrutement de malades en U13 pour avoir ces 20 points-là. Mais au final... les petits de ton club, tu les as formés, ils ont appris quoi ? Pour moi, ça doit être juste une conséquence de ce que tu as produit depuis U9, U7, U6, de leur donner les billes. Et en U13, bah, si ces mecs-là, ils ont appris des choses, s'ils doivent gagner, ils vont gagner. Mais justement, est-ce que vous ne pensez pas que ça met une certaine pression aussi sur les joueurs ? Parce que tu me parlais d'un truc en intro, Eddy, et ça m'a interpellé. Tu parlais d'un match un petit peu de prestige où tu voulais donner du temps de jeu à un gamin qui était méritant et qui en avait eu moins sur toute la saison. Et justement, est-ce que ça laisse pas un peu moins de terrain pour faire ces choses-là que d'avoir cette pression de terminer absolument dans les 18 premiers et d'avoir des résultats ? Bah, pour moi, personnellement, non.
Je parle vraiment à mon sens parce que j'estime que j'ai une responsabilité en tant que formateur, tu vois, pour mon projet, pour les gamins par rapport à ce qu'il faut leur apporter. Donc non, je tombe pas dans la pression du résultat et de me dire que, ah bah tiens, malheureusement, je pars avec une... D'ailleurs, ma saison me l'a encore très bien apprise. Il y a des matchs où je pensais partir avec le meilleur format, les meilleurs joueurs intrinsèquement, etc. Puis je me suis rendu compte que c'était pas forcément le meilleur, en fait, tu vois. Donc, je pense là-dessus que ça va vraiment... L'idéal, tu vois, ça va dépendre dessus. Ok, d'accord. Mais alors, pour toi, ok, mais est-ce que tu l'as pas déjà constaté chez d'autres coachs, chez des adversaires, etc. Est-ce que tu penses que, de manière générale, est-ce que tu penses pas que ça impacte beaucoup de coachs, beaucoup de clubs? Bien sûr. On parlait tout à l'heure de la notion du cahier des charges, mais maintenant, mettons-nous à la place d'un jeune coach, puisque généralement, les jeunes coachs, ils vont pas les placer en ligue sur un niveau expérimenté, on va les placer en jeunes. Tu les mets en jeunes, par exemple, en U12, U13, où ils sont avec d'autres éducateurs qui sont dans cette logique-là, de pression, de résultats, de machin. Est-ce que déjà le jeune éducateur, il arrive dans un bon concon? Tu vois, je sais pas. C'est propre à chacun et c'est discutable, tu vois. Mais il y a déjà cette notion-là, donc je suis d'accord avec toi. Du coup, si lui, il est pas dans les bonnes dispos, déjà émotionnellement, c'est clair pour moi, il ne mettra pas dans les bonnes dispos ses gamins. Parce qu'il dégagera quelque chose qui fait que, tu vois. Donc je pense qu'il y a déjà cette logique-là qu'on doit revoir, qui fait partie de la logique club, en fait, finalement. Donc, je te disais tout à l'heure, est-ce qu'on uniformise la vision à ce sujet-là ou est-ce qu'entre guillemets, on parle d'un pari? Pour moi, c'est un pari hasardeux sur la richesse de chacun qui va apporter de manière pêle-mêle un petit peu ce qu'il veut à un gamin. Donc, autrement dit, lui, il voit les choses d'une certaine manière, l'autre d'une autre, lui, il crie. Lui. Je ne sais pas si c'est vraiment formateur. Parce que tu parlais tout à l'heure des besoins qui sont pour moi de l'être humain invariants, un cadre propice à l'épanouissement, à la progression et au fait de prendre du plaisir dans sa pratique, c'est la base de notre mission pour moi, prioritaire dans les clubs et en tant qu'éducateur. Ouais, moi je suis assez d'accord avec ce que tu dis et pour parler un petit peu de solutions, parce que moi j'ai voulu aussi que dans chaque épisode on soit constructif, c'est important pour moi. Et sur l'aspect solution, moi ma question pour vous, c'est, après j'y répondrai, mais c'est de qui doivent venir les solutions? Est-ce que ça doit venir des instances donc, qui régissent un peu le football dans notre région? Est-ce que ça doit venir des clubs? Est-ce que ça doit venir des coachs eux-mêmes? Même si je pense que si ça vient des coachs eux-mêmes, c'est un petit peu quelque chose de chacun dans son coin. Donc, pour vous comment faire? C'est quoi vos solutions, etc. Moi, j'ai des petites idées et j'y reviendrai juste après. Moi, je pense que c'est un travail à faire ensemble. On ne peut pas faire chacun ses petites choses dans son coin. Dans ces cas-là, ça ne va jamais fonctionner. On doit faire les choses ensemble, dans le sens où le club, déjà, doit instaurer, il doit bien faire comprendre avant tout aux parents, parce que chez les petits, c'est souvent, enfin, chez les petits de 9 à U13, par exemple, on va dire U12, parce qu'après U13, on parle un peu de compète, mais jusqu'à U12, on parle, finalement, c'est les parents qui décident plus ou moins si l'enfant il change, si l'enfant il change pas, si l'enfant il reste, même si l'enfant il a son mot à dire, je sais bien, mais que le club instaure aux parents de dire nous on est là pour former jusqu'en U12, mettre cette mentalité là dans le club, chez les éducateurs, chez les parents. Une fois que les trois acteurs seront concernés, les enfants suivront. Moi j'en suis persuadé. Et par quelle méthode tu veux faire ça? Comment? Si demain voilà, tu es responsable, directeur sportif dans un club, président, etc. Par quelle méthode? Ça veut dire, parce que les parents, ça risque d'être compliqué. Tu vois quoi? Une réunion plénière avec... Juste si je peux me permettre. Vas-y. Je reprends les propos juste Santo. Oui, en fait, il a dit clairement la réponse. Je suis d'accord avec lui sur le fait que ça doit partir... C'est une structure pyramidale. Donc, ça doit partir déjà d'un leadership qui vient de tout en haut. Si c'est toi au foot à 5 qui crie tout là-haut qu'il y a une importance, que bon, je donne l'image caricaturale qu'il n'y a pas d'écho, tu vois, il n'y a pas de retour. Donc ça part déjà d'une responsabilité qui est commune. Tout le monde peut avoir la vision et la responsabilité de le communiquer. Maintenant, et tu vois, ça m'interpelle ce que tu dis, parce qu'il y a du lien avec le fait de passer ses diplômes, d'être diplômé, etc. Parce que, tu vois, on doit pouvoir être capable, je parle de l'organisme qui justement forme les coachs, d'être capable de détecter ça chez les coachs et de se dire c'est un point crucial pour obtenir ou non un diplôme qui fait que tu vas intégrer un club et que tu vas former. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pour ça que je te dis que c'est pour moi important, tu vois, à mon sens, et ça va faire le lien avec la méthodologie et le pourquoi du comment. Je te donnerai moi mon angle d'attaque.
Déjà, premièrement, c'est de procéder au niveau de la méthodologie sur un diagnostic. Donc, un constat du public, du territoire. C'est des choses qui sont très simples. On peut se rendre en mairie aujourd'hui, se rendre compte du patrimoine, quelle a été l'histoire sur les 50 ans de la ville de Roubaix, ou bref, de la ville dans laquelle on veut s'investir. Ça, c'est déjà une première des choses qui nous permet de comprendre la caractéristique du coup du public qu'on va avoir. Après, à aujourd'hui, tu as la caractéristique de ton public qui est brut. Je vais te donner un exemple. Je sais pertinemment que les vacances scolaires ne se passent pas de la même manière si je prends la ville de Roubaix, de Tourcoing, celle de l'Islanois, celle de Lambersart. Les contraintes ne sont pas les mêmes. Donc forcément, du coup, je vais pas adapter mon projet de la même manière. Je suis d'accord. Et c'est là où, du coup, je vais faire un mix de tous ces éléments-là, donc un peu comme une sauce, finalement, que je vais cuisiner, entre ce qu'il y a, d'accord, qui est factuel, déjà en place, où je veux aller, comment je peux connecter ces deux aspects-là, tu vois, finalement, et c'est là où vient mettre en place le projet éducatif et le projet sportif. Puisque c'est ça qui vient créer la liaison et la synergie entre ces aspects-là, tu vois. Pour moi, c'est mon angle d'attaque. J'ai choisi cet angle d'attaque parce que ça part d'une phrase peut-être simple, mais qui peut être très approfondie de la part d'Iniesta, où il dit voilà, je suis un bon être humain avant d'être un bon joueur, finalement. C'est hyper important. Et donc, finalement, est-ce que je dois avoir beaucoup plus de connaissances sur l'humain ou sur le football? Sachant que tout ce que je gère aujourd'hui est à 70% pour moi de l'humain, à 30% de l'aspect tactique, finalement. Totalement. Ouais. Et donc, encore, tu vois qu'on est dans une approche et dans une vision qui, aujourd'hui, devient de plus en plus répandue, avec pas mal de courants qui arrivent sur les méthodologies de coaching, etc., tu vois. Mais voilà, la logique pour moi, je te dirais, de comment moi je fonctionnerais. J'aurais cette méthodologie et je dirais qu'il est très important pour terminer d'avoir un manager qui ait vraiment cette connotation de leader. Ouais, c'est bien, et ça me rappelle qu'on a eu des messages sur justement ce sujet, le rôle du coordinateur ou du directeur sportif dans un club, justement. Et je pense qu'on va faire un podcast justement là-dessus qui est très important. Redouane, toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi? Il faut réunir toutes les parties prenantes du football et trouver une solution commune, l'imposer, mettre quelque chose dans le cahier des charges au niveau des clubs. Comment tu vois les choses? Moi, je suis à peu près d'accord avec Edgy. Je pense que c'est un système pyramidal, ça, c'est sûr. Il faut un leader. Il faut que quelqu'un montre qu'est-ce qu'on attend. Et à nous, après, éducateurs, parce que nous, au final, on est les petits bras des instances. C'est nous qui travaillons avec le public, etc. Je pense que, pour revenir à ce qu'a dit Santo, les parents, je pense que c'est un point fondamental. Et c'est pas quelque chose qui va arriver en U13, c'est pas en prenant les parents des U13 et leur dire écoutez, nous on a un club formateur. Je pense que c'est bien avant ça. C'est en école de foot. Quand tu récupères les parents en école de foot, bien sûr, il faut leur faire comprendre. Et après, ces parents-là, en fait, je pense que à cet âge-là, on coach autant de parents que d'enfants. Je coach des parents. Et encore, voilà. Si c'est pas mon rôle de psychothérapeute qui parle par moment plus qu'autre chose. Parce qu'au final, très transparent. Parce qu'au final, l'enfant, lui, on le dépose à l'entraînement, il s'entraîne et puis c'est tout. Mais comme a dit Santo, c'est souvent les parents qui choisissent, c'est ce qui part et ce qui reste, etc. Et si, dès que la personne vient d'avoir un enfant, son enfant il a 5 ans, elle veut l'inscrire au foot pour découvrir le foot, à nous de la mettre dans de bonnes conditions. Comme tu l'as évoqué tout à l'heure sur le fait que le coach arrive avec la pression, etc., il n'est pas dans le beau concon. Si on attrape les parents le plus tôt possible, on leur explique que chez nous, on forme, on veut que les petits prennent du plaisir, on veut leur apprendre à faire du football, que ça devienne des bonnes personnes, les éduquer dans la vie de tous les jours avec les actions PEF, etc., etc. Je pense qu'après, arrivant en U13, tu n'aurais plus ce problème-là. Mais je pense que comme c'est pas fait dès le début, excuse-moi, je finis. Je pense que c'est pas fait dès le début, c'est pas arrivé en U13 ou en U12 que tu vas dire écoutez, monsieur, nous, on est un club formateur, alors que le mec, il sort de 3 clubs. Moi, je pense qu'il y a un incroyable travail aussi qui doit être fait sur la communication. Ouais. C'est-à-dire, je vais mettre les pieds dans le plat. Moi, j'ai déjà eu des phrases de parents ou d'acteurs du football, c'est « me parle pas si c'est pas niveau régional ». Tu vois, ça veut dire que le niveau district, c'est hyper mal vu, hyper négligé, hyper tout ce que tu veux, tu vois. Donc voilà, et je pense que, tu vois, la structure pyramidale dont tu parles en termes de formation, en termes de projet, etc., elle doit être faite aussi en termes de communication, parce que... Et il y a aussi un phénomène, c'est que un joueur qui va jouer en équipe 2 ou en équipe 3, en équipe B, en équipe C, enfin... Voilà, c'est hyper mal vu aussi, tu vois. Et pour nous, formateurs, pour nous, coachs, c'est hyper compliqué de gérer ces...
Vas-y. Puisque tu as décidé de mettre tes pieds dans le plat, j'aime beaucoup ça. Oui. Il faut Parce que à un j'allais le moment faire donné. à un moment donné aussi. Il y a une politique de l'entre-soi aujourd'hui, clairement, qui est menée de manière très globaliste et très généraliste. Aujourd'hui, c'est une grosse problématique pour moi. Parce que finalement, quand on parle de compétition, on doit amener nos gamins, d'un point de vue valeur, à se dire, vous devez devenir des hommes matures, responsables émotionnellement, là où on sait pertinemment que dans la gestion, aujourd'hui, clairement, est-ce que dans tous les clubs, on met la même importance à tous les licenciés? Ah ouais, non. Et donc, du coup, Là, tu ouvres un sacré débat. Là. ah bah oui, mais le débat... Mais là, tu l'as dit tout à l'heure en termes de projets sportifs et éducatifs, tu vois. C'est pas cohérent aujourd'hui que tu puisses aboutir à te dire, écoute, il y a l'équipe 1, et je te le dis sincèrement, c'est très dur des fois de ressentir en tant que formateur cette idée de, là c'est la LDC, là c'est le reste du monde. Aïe. Et c'est clairement ce que je peux ressentir, et je trouve ça... moi j'ai du mal parce que je suis quand même sensible dans le sens où il y a des gamins que tu as pu avoir dans des générations mais beaucoup plus inférieures. Ils avaient moi j'ai un 8 ami ans. qui dit souvent sur ça, il dit, tu vois, ce gamin-là qui est en équipe 2, ça reste un être humain. Bien sûr. Demain, on en fait quoi? Mais alors le Quel pire, message on lui envoie? le pire, c'est que il y a une forme d'hypocrisie, moi, intellectuelle, qui me rend dingue, c'est de te dire que j'ai déjà vécu le coup. On parlait des U13, j'ai eu une superbe génération U13 dans un club qui m'a fait confiance, où j'avais une génération LDC, vraiment que des top gamins. Finalement, sincèrement, moi, j'étais dans mon processus de formation et il y avait plus d'équipe élite. Moi, je me suis dit, les gamins, il faut les calmer un peu. C'est trop chaud déjà pour leur âge. C'est la vérité. Moi-même, en tant que coach, j'ai dû me bouger les fesses parce que les mecs ils mettaient sous pression. Mais pour te dire, un gamin en équipe B à ce moment-là, on m'a limite dit pourquoi tu l'as fait monter, c'est n'importe quoi ce qu'il fait, etc. Au passage, il n'y a pas le Covid. Notre équipe U13 est qualifiée en U14 League, de loin. Notre équipe à ce moment-là, qui était en U15, il me semble, D1, retrouvait la Ligue, je crois, au D2, repassait en dessus, je crois. Mais bref, le projet qu'on avait mis sur U13, U14, U15 avait été cohérent et ficelé. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Mais il y a même... Mais juste pour terminer là-dessus, pour comprendre que la finalité, c'est qu'il y a un gamin dont on m'a parlé récemment. On m'a dit, ouais, mais si, ce joueur qui joue dans tel club et tout. Ah, mais si, tu l'as eu, véloce, costaud et tout. Ah, il est trop fort. Mais moi, dans mon image à ce moment-là, il faisait pas partie des mecs qu'on vendait comme trop fort. Donc j'ai du mal à me souvenir de lui. Et bah, tu vois pourquoi je te dis un peu cette forme d'hypocrisie, parce que c'est ce gamin-là aujourd'hui qui est côtoyé et qui est voulu, entre guillemets, à son âge. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Et même sur le fait que j'en ai entendu au bord des terrains et dans certains clubs, je l'ai vu. Entre guillemets, quand tu as 2 ou 3 équipes en U12 ou U11, et ben on dit U12A, la 2, c'est la loisir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la A, c'est pas de la loisir? Pour ça que je te dis que... On fait du foot. Mais non, mais quelle image tu renvoies aux gars? Moi, je vais te dire. Sinon, il y a comme vu qu'ils sont à Neuville. Sinon, Neuville, je sais qu'ils font U12A perfection, U12B progression, U12C par exemple acquisition. Ça envoie un message à tout mais le monde. c'est là où il y a un monde entre l'appellation, la communication et les faits, le factuel. Il faut aller sur le terrain. Il gère les U12, tu l'as dit. Comment ça se passe concrètement? Avec moi, U12 confirmé. Est-ce qu'il n'y a pas un gap énorme entre les différentes générations? Et est-ce qu'il y a des vases communicants entre les équipes? Bah moi, je parlais de ma génération, moi. Si je parle que de ma génération U12, moi, je communique, comme je suis responsable de la catégorie U12, je communique avec les différents coachs, éducateurs. On s'est donné la vision, etc., de ce qu'on voulait faire avec ces catégories-là. Aujourd'hui, on fait des triangulaires, etc. Maintenant, alors moi, entre guillemets, ma U12 confirmée, elle est prédestinée à aller jouer l'année prochaine la U13 pour gagner dans les 18 premiers, etc. Mais j'en ai vu des joueurs, moi, que ça soit dans la 2 ou dans la 3, ils n'ont rien à envier. Bon, regarde, pour te répondre un peu, Santo. Et pourtant, je termine, pourtant, en fait, pour moi, tu peux pas dire foot loisir, tu peux pas dire U12-2, U12-3, parce que pour moi, ça reste du foot. Parce qu'en fait, c'est ce que je disais. En fait, il faut être factuel. Regarde, moi, je vais te donner un exemple que j'ai vécu. J'ai des U14 l'année dernière. D'accord? Et en début de saison, je dis à un président, je lui dis, il faut qu'on joue de la même manière entre équipe 1 et équipe 2. Pourquoi? Parce qu'il y a des vases communicants, parce que le jour où on a un blessé, un suspendu ou une forte progression chez un joueur de l'équipe 2, là où je vais regarder en premier, c'est chez l'équipe 2. Ce qui est logique pour moi. Plus que logique. On m'a répondu non. Pourquoi? Parce que les joueurs n'ont pas le même niveau, donc on ne fait pas ça. Oui, mais dans une logique, nous, on aspire à ce que les joueurs, déjà, jouent tous au même sport.
Donc, c'est du football. Pour moi, je suis un gamin qui vient de la rue. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit que tout ce que tu m'as expliqué sur l'épisode scolaire, les gamins qui me mettaient la pression, j'ai pas connu ça. J'ai connu ma première licence en moins de 15. Et d'ailleurs, j'ai été préservé de tous ces trucs-là. T'as de la chance. Et c'est pas plus mal. Quelque part, ça m'a donné une expérience différente, tu vois. Mais franchement, c'est là où je te dis que moi, je comprends vraiment pas cette logique-là. Tu vois, déjà, le fait qu'on doit évoquer ces choses-là avec le président, c'est toujours particulier, en fait, parce que c'est une notion de conscience. Tu sais, des fois, tu passes pour le méchant, en fait. Tu passes pour, vous faites pas, vous n'êtes pas capable, ou ceci, ou ça. Alors que c'est ces personnes-là qui se mettent dans une logique. Tu vois, finalement. Non, mais ça, je l'entends, et franchement, c'est malheureux que ça soit... Mais pour en revenir à ce que je te disais, juste, est-ce que c'est une question de communication, de terminologie utilisée? J'en sais rien. Mais moi, ce que je veux te dire, c'est qu'en termes de vécu que je te partage aussi, j'ai récupéré une génération que j'ai eue en U9. Ouais. Donc, il y a vraiment des vrais souvenirs. C'est une génération qui fait partie d'un club qu'on a eu. La plupart du groupe est encore là. 80%, 90% est encore là. Donc, tu imagines de les retrouver pour moi 6 ans plus tard, dans un autre rôle, ça prend du temps, ça prend une logique. Sauf que, savoir que dans cette génération, quand je l'ai quitté en U9, il y a un gamin qui a pris la décision de me faire un cadeau, super coach, etc. Donc, mais ça reste marqué pour moi, parce que c'est ce même gamin que je retrouve 6-7 ans plus tard qui me dit, Eddy, avec un œil de ça un peu larmoyant. De toute façon, le révélateur, c'est les joueurs que tu as eus, en vérité, parce qu'ils sont naïfs, tu vois. Là où je veux en venir, c'est qu'il dit, on joue pas au même sport. Il te voit reprendre une équipe, jouer avec cette équipe-là, faire une oppo, il te dit, vous jouez pas au même sport. Ah ouais. Mais il est abattu. Donc, quelque part, il y a des croyances limitantes qui s'installent. Mais eux sont capables, eux vaut mieux, eux sentent bon, nous non. Par contre, là où je pense qu'il faut nuancer, problématique. où Santo, tu l'as dit, quand on dit U12 confirmé, acquisition, progression, etc., moi je pense que c'est nécessaire d'avoir quand même des groupes de niveau pour permettre à tout le monde d'évoluer. Évidemment. Parce que je pense que mettre des non, 8 top gamins et un gamin très très moi, là où je mettais la nuance, c'est sur les vases communicants. C'était comment tu communiques inter-équipe, intergénération, tu vois. Tu vas voir qu'on ne peut pas dissocier sans forcément associer l'ensemble des sujets. Pour moi, c'est comme ça que j'ai une approche, on va dire, systémique. Mais dans la logique, l'évolution, c'est quoi? Est-ce que demain, tu penses que le gamin, qui est un être humain, tu parlais d'un variant chez l'être humain, l'être humain, il est fait naturellement pour moi pour évoluer. Donc, ce qui veut dire que si tu testes une première fois un gamin qui a l'habitude d'être en plateau 3, pour une fois, tu sais que tu vas être en plateau 1 et que vous raflez tout. Tiens, tu vas le monter juste lui du plateau 3, peut-être au plateau 2, celui du plateau 2 au plateau 1. Et l'idée, c'est de voir comment il évolue. Parce que tu sais, donc, pour voir l'évolution, il faut donner l'opportunité. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais avant de donner l'opportunité, il faut quand même qu'on fasse des groupes de niveau, qu'on fasse progresser les gamins. Tout le monde ne progresse pas à la même vitesse. Alors, c'est là où je te dis que c'est pas nous qui devons déterminer ce facteur-là, c'est le terrain qui va le donner. Voilà. Exactement. Le gamin, tu le mets, vas-y, il te bluffe. Tu dis, écoute, niveau 3, niveau 1, c'est bizarre. Moi, j'avais ce reproche étant plus jeune. Mais je l'ai vu, ça. J'ai pas eu une formation académique sur le plan foot. Quand je jouais avec l'équipe 1, en PH, à l'Isle-et-Lanois, je me faisais incendier par le coach de la réserve parce qu'il me disait, tu joues pas de la même manière. Et de toute façon, même au niveau professionnel, quand tu regardes un joueur ou tu demandes l'avis sur un joueur, moi, j'ai pour habitude de dire, un joueur, tu le juges avec des joueurs autour de lui et avec un coach. Dans un contexte. Tu vois, dans un contexte. Je suis désolé. Je vais vous couper parce qu'on arrive à la fin. Santo, est-ce que tu veux bien dire ton mot de la fin un petit peu? Est-ce que tu as de l'actualité en ce moment, etc. Pour terminer, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. La formation, ça reste primordial. Ensuite, quand il faut mettre la compétition, et surtout si on a les joueurs pour mettre la compétition, alors oui, on peut intégrer la compétition, les résultats. Mais avant de ça, il faut que les joueurs soient armés. Ça sera mon mot de la fin. Pardon. Ça marche, merci. On mettra tes réseaux sociaux parce que Santo va reprendre du service incessamment sous peu. Donc vous pourrez suivre son actualité. Eddy, de ton côté? Moi, de mon côté, alors, je vais terminer sur un mot qui réside l'entièreté de tout ce que je dois faire dans ma méthodologie, à savoir l'équilibre. L'équilibre, parce que finalement, la formation, c'est un sujet très vaste, vachement intéressant. Et donc, je tenais à vous renouveler mon remerciement pour l'invitation. Avec plaisir. D'avoir partagé aussi aujourd'hui ce podcast. Donc, merci vraiment. Et donc, pour les nouvelles, nous aussi, partagez mes réseaux sociaux. Évidemment. Mais c'est qu'ils ont vraiment apprécié mon passage. Merci. Si, ça sera fait. Merci. Redouane, ton mot de la fin? Moi, je pense que pour conclure tout ça, il ne faut pas oublier qu'avant de former des joueurs, on forme des humains. Et je pense que c'est le plus important. Et je passe un bonjour à mes U16 et mes U12.
Ils me font plaisir tous les week-ends. Au passage, c'est vrai, clin d'œil aux joueurs qui verront merci forcément le petit Redouane. podcast. Et moi, pour conclure de mon côté, je vais inviter aussi toutes les parties prenantes du football qu'on a citées à nous contacter, à venir réagir avec nous et essayer de trouver des solutions pour faire avancer ce débat, parce que je pense que cette pression qui est mise sur les jeunes, au final, c'est pas quelque chose de cool pour eux, et je suis sûr qu'on peut leur faire des choses beaucoup plus intéressantes si on n'a pas cette pression. On aura l'occasion de prolonger le débat si l'occasion se présente. Je vais aussi remercier nos partenaires, notre studio Echo chez qui on tourne, et notre partenaire Matchfoot HDF, qui est une application et qui a un petit encart pour nous. Vous pouvez retrouver nos vidéos, le papa de Ruben, qui est coaché par Redouane. Donc, merci à nos partenaires. Merci Eddy encore. Merci Santo d'avoir été présent. Redouane, merci pour ta disponibilité. Merci à tous de nous avoir suivis. Et on se retrouve dans 10 jours au prochain podcast. Salut à tous. À très bientôt. À très bientôt.